je pars, moi j'ai pas d'horaire. Transport assez honorable. Pas de gaz dans mes honoraires. Prends le bus, si t'es monogame. Moi il faut que j'opère. J'ai pas le temps, bye man. Faut que j'aille sur une blind date. Moi il faut être mindé. Mes fesses ils sont tight man. Pis mes mollets sont blindés. Dénivelé violent. Pédale comme une cinglée. Fini par faire des wheelies. Pendant que tu tanks des litres d'essence. Mon bac il date d'avant la Renaissance. Monter des côtes sur la grosse guerre. Au pire, rendu en haut, c'est ça. Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de Le temps d'une bus. Je m'appelle Marie-Soleil Gagné, directrice générale d'Accès Transport Viable. Ce mois-ci, on s'intéresse au boulevard urbain avec un invité très spécial, mon collègue Pierre-Yves Chopin, qui est conseiller en aménagement et mobilité chez Vivre en Ville. Bonjour Pierre-Yves. Allô Marie-Soleil. Aujourd'hui, on parle de boulevard urbain. Ben oui. Boulevard urbain. Tantôt, tu me disais que c'était un pléonasme. Ben oui, c'est un pléonasme. T'as-tu déjà vu un boulevard rural? Pas à ma mémoire. T'as raison. C'est ça. C'est un boulevard, comme historiquement, avant de parler de boulevard urbain, historiquement, un boulevard, c'est une voie d'accès qui a été construite souvent sur des fortifications dans les pays européens ou sur des rivières, là où il y avait de la place. Parfois, ça a été fait en rasant des morceaux de ville, comme à Paris pour les boulevards haussmanniens. Des voies qui ont été faites pour structurer puis accéder souvent au centre des villes ou parfois pour les contourner. Puis donc, par définition, un boulevard, tu fais ça en ville. Fait qu'un boulevard, c'est urbain, par définition. Après, si on utilise ça, puis tout le monde utilise, puis moi aussi j'utilise, même si c'est une déformation de langage, si on l'utilise, c'est pour distinguer d'autres choses. Okay. Un boulevard urbain, c'est pour faire autre chose que ce qu'on connaît actuellement. Puis qu'est-ce qu'on connaît actuellement dans les milieux? Ben, c'est des boulevards qui vont être routiers ou des autoroutes ou donc des choses qui ont des caractéristiques qui ne nous conviennent pas quand on décide de s'y attaquer. Et on utilise l'expression boulevard urbain pour qualifier un peu le changement de qualité qu'on va chercher avec ce genre d'aménagement-là. OK. Donc, je comprends vraiment qu'on a fait le choix d'utiliser le terme boulevard urbain pour vraiment venir en opposition avec autoroute ou d'autres termes. Est-ce qu'il y aurait d'autres critères, en fait? Est-ce qu'il y a des critères qui établissent c'est quoi un boulevard urbain, justement, pour exprimer cette opposition-là ou cette distinction-là avec les autoroutes? Oui, ben c'est ça, c'est vraiment, par rapport aux autoroutes, il y a des différences majeures, mais même par rapport aux autres boulevards, à des strips commerciales, il y a quand même des différences importantes aussi. Je les mettrais sur quatre plans différents. La première, c'est sur la relation avec le milieu, son intégration. Le fait qu'un boulevard urbain, ça va être un endroit où les parcelles qui sont à côté et les quartiers qui sont à côté vont être en relation avec le milieu. Donc là, évidemment, on est en opposition totale avec une autoroute qui est complètement séparée, même si tu as des entrées et des accès, mais qui sont très ponctuels, puis sinon, c'est très contrôlé. L'autre aspect, il est en matière de mobilité. Donc de mobilité durable, de mobilité active, de transport en commun, sur la voie. Donc, qu'est-ce qui peut y circuler et dans quelles conditions de convivialité et de sécurité. Donc là, évidemment, est-ce qu'on a des pistes cyclables, est-ce qu'on a des trottoirs, est-ce qu'on peut y circuler en bus, est-ce qu'on peut accéder à ça? Puis, des questions de perméabilité qui sont liées à la mobilité. Est-ce qu'on peut le traverser, notamment, de façon sécuritaire? Donc, ça, c'est pour les deux premiers aspects. Puis ensuite, il y a deux autres aspects. Il y a l'aspect qui est de qualité esthétique, paysagère, environnementale. Donc, souvent, quand on parle de boulevard urbain, c'est des voies sur lesquelles on va avoir plus de plantations, des encadrements, des alignements d'arbres, des espaces végétalisés, parfois des éléments d'art urbain, comme on peut voir, par exemple, sur la requalification de l'autoroute Bonaventure à Montréal, où ils ont été forts là-dessus. Donc, des éléments un peu de signature, puis qui améliore aussi la qualité de l'air, la qualité environnementale, etc. Notamment parce que les boulevards, ce genre de boulevards-là, souvent, ils sont utilisés comme des voies d'accès. Donc, il y a un côté emblématique d'arriver en ville. Tu veux un peu un effet wow, etc. Donc, il y a cet aspect-là. Puis enfin, un autre qui est peut-être un peu moins évident, il est sur la question de l'espace qu'on récupère. Parce que, particulièrement quand on parle d'autoroute, on parle d'emprise publique, donc de terrain utilisé par les autoroutes et par les bordures et les bretelles, etc., qui sont des terrains qui sont très vastes. Quand on requalifie une autoroute en boulevard, ces espaces-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et on a une question à se poser, puis on a une opportunité d'agir là-dessus. Donc, oui, il y a des améliorations environnementales, paysagères qu'on peut faire dessus, mais souvent, c'est aussi l'occasion d'aller libérer de l'espace pour optimiser, puis créer des nouvelles activités, créer des nouveaux logements, par exemple.
Ça me donne envie de faire le lien avec 2 autoroutes, en fait, en milieu urbain sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années et pour lesquelles on demande, en fait, une conversion en boulevard urbain, notamment Laurentienne et Dufresne-Montmorency. J'ai envie qu'on les traite un peu séparément. Dans le cas de Dufresne-Montmorency, on s'entend qu'il y aurait un potentiel, en fait, d'accès au fleuve, mais il y aurait fort probablement aussi un potentiel d'avoir une signature, justement, paysagère, peut-être un peu plus attractive, en fait, pour notre ville. Oui, vraiment. Ben, c'est sûr que quand on regarde ce qui s'est fait sur le boulevard Champlain, de l'autre bord, il y a de quoi être inspiré et de se dire, en matière d'accès au fleuve, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Puis effectivement, on est plus dans une logique paysagère, d'accès au fleuve, de côté un peu récréatif de l'image, comme tu dis. C'est une barrière importante pour l'accès au fleuve, mais c'est moins une barrière pour les déplacements actifs, notamment parce qu'il y a à peu près personne qui se rend là-bas pour, mettons, à moins que tu travailles à la baie de Beauport. Mais sinon, il n'y a pas grand monde qui n'a pas besoin de traverser à tous les jours l'autoroute du Frein pour aller avoir accès au fleuve. Après, qu'est-ce qu'on fait pour la portion la plus au centre-ville de Dufresne? Là, c'était un autre sacrée grosse question, en fait, parce que les bretelles, là, ce ne sont pas des barrières, c'est des plaies esthétiques et environnementales. Mais ce n'est pas forcément une barrière en tant que telle, vu qu'on peut passer en dessous. Cela dit, est-ce qu'à terme, on va vouloir les enlever, toutes ces bretelles aériennes-là? Ça serait le fun, mais il faut se poser la question de comment est-ce qu'on fait pour accéder? Parce que là, ça arrive dans les airs de loin. Fait que là, je dirais que ça la distingue vraiment de l'autoroute Laurentienne, comme tu disais, là, qui est vraiment différente. Là. C'est ça, tu sais, l'autoroute Laurentienne, elle se sépare des quartiers. C'est impossible, en fait, de circuler à pied ou à vélo, en fait, sur cette artère-là. Admettons là, qu'on se permet de rêver, toi et moi, en ce moment, aujourd'hui. On convertit demain matin Laurentienne en boulevard urbain. De quoi ça aurait l'air? Ce serait quoi les gains, selon toi, potentiels? Ah, ben, tu sais, comme tu dis, c'est énorme, les gains, là, en termes notamment de perméabilité. Tu sais, on parle de quartiers qui sont parmi les plus défavorisés, qui bordent l'autoroute quand même, là, notamment Vanier. Des quartiers qui sont déjà en transformation, entre lesquels on pourrait faire des liens super intéressants pour notamment augmenter l'accessibilité aux activités, là, au commerce alimentaire, notamment. Puis, ben, évidemment, là, on gagne plein d'espace, on est en pleine crise du logement, puis, je veux dire, enlève les bretelles, là, enlève l'espace qu'il y a autour, tu peux changer la face complètement du quartier et aller créer des milliers de logements avec du terrain prime spot, là, c'est comme tu peux pas être quasiment mieux placé en ville que là pour avoir des gros terrains, il n'y en a pas d'autres ailleurs, imagine, tu prends l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, puis tu répliques ça, là, c'est l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, c'est tout petit, là, mais ça pourrait être comme tellement plus que ça autour. On peut rêver, là, aller enlever du stationnement à Expo-Cité, puis il y a de quoi faire, là, on verrait peut-être plus l'amphithéâtre, mais bon. Oups. mais aussi, on s'entend qu'il y a des enjeux de qualité de l'air à Limoilou, en Basse-Ville. Est-ce qu'une conversion, je connais la réponse, mais j'ai envie de te l'entendre dire, la conversion de Laurentienne en boulevard urbain, est-ce que ça améliorerait, d'après toi, la qualité de l'air? Ben oui, puis sur plusieurs plans, en fait, parce que la qualité, globalement, la qualité de l'environnement, parce qu'il y a la qualité de l'air, mais il y a aussi les questions de bruit, puis les questions après de sécurité, de santé globale. Puis, c'est sur plusieurs plans. Déjà, tu viens limiter la vitesse de circulation des véhicules. Donc, en termes de bruit, ça fait une grosse différence. En termes d'émissions de particules fines aussi, parce que, pas oublier, les particules fines, ce qui est la principale source de pollution de l'air qui est préoccupante, là, pour notamment les maladies respiratoires, elles sont liées au roulement puis au freinage, bien plus qu'aux émissions, des pots d'échappement, qui, elles, s'améliorent tout le temps et diminuent avec l'électrification, mais ça reste que les poussières soulevées par le roulement, par l'usure des pneus, par l'usure des freins, ça reste un problème, puis ça reste encore même plus un problème avec les véhicules électriques parce qu'ils sont plus lourds. Donc c'est sûr que d'un point de vue de la qualité de l'air, ça serait majeur comme amélioration, pour le bruit aussi. Puis après aussi, il faut se dire, c'est aussi en termes de nombre de véhicules. Laurentienne, je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est plusieurs dizaines de milliers de véhicules par jour, peut-être 50, 60 000, je ne sais pas, qui arrivent en ville par cette autoroute-là. Convertir en boulevard, ça ne veut pas forcément dire
passer à 10 000 véhicules par jour du jour au lendemain, là, parce que sur un boulevard, il peut en passer beaucoup des voitures quand même. Mais forcément, ça amène un changement. T'sais. Oui, il y aura une petite différence de temps d'accès pour les gens qui arrivent du Nord. Ça leur prendra quelques minutes de plus, mais surtout, ça va peut-être changer aussi des habitudes. Puis, s'il y a un truc qui est le fun, c'est que dans la matière de circulation, c'est que quand on ajoute des voies, ça ajoute de la circulation. Puis quand on enlève des voies, ça enlève de la circulation. C'est comme magique. D'habitude, on a tendance à dire qu'il n'y a pas de recette magique en aménagement et en mobilité, mais là, ça en est un petit peu une. C'est pas mal magique, oui. Okay. Puis c'est assez fascinant, hein, parce que dans les dernières années, puis avec le troisième lien, on a beaucoup parlé de trafic induit, de circulation induite, mais ça marche dans les deux sens. Absolument. Puis c'est pas vrai que toute ta circulation va se reporter ailleurs. Fait que, mettons qu'on convertit Laurentienne, c'est pas vrai que mettons qu'on passe de 60 000 à 30 000. On dit, OK, 60 000 véhicules par jour, il y en a 30 000 qu'il faut qu'ils aillent ailleurs. Ben non, ils vont pas tous aller ailleurs. Il y en a juste qui vont pas être là. Qu'est-ce qui va se passer? Ben, c'est des gens qui vont faire des choix différents. Peut-être que ça va être plus le fun de pouvoir le faire en transport en commun. Peut-être que tu vas pouvoir faire d'autres trajets. Puis il y a des gens qui vont se rendre compte de faire, peut-être que je vais optimiser mes déplacements et je vais peut-être faire un trajet de moins. Je vais réfléchir à ma façon différente parce que c'est un petit peu moins évident. Ça reste qu'on conserve l'accessibilité, mais globalement, on peut imaginer qu'il va y avoir peut-être 15, 20, 30% de cette capacité-là qui va disparaître, tout simplement, s'évaporer. Donc, c'est ça l'évaporation du trafic. C'est ça l'évaporation du trafic. C'est magique. C'est magique. Et puis, en fait, selon tout ce que tu viens de nommer, on comprend finalement que des conversions d'autoroutes en boulevard urbain, ça peut être des leviers pour accélérer un changement de culture, pour accélérer le changement de paradigme en matière de mobilité, mais ça peut aussi favoriser la mobilité active de manière très importante. Aussi, ça peut favoriser les changements de comportement en matière de mobilité. Oui, vraiment, parce que tu améliores énormément le confort, tu crées des nouvelles voies, des nouvelles traverser aussi, c'est des barrières physiques, c'est aussi des barrières psychologiques. Même quand tu peux passer en dessous d'une autoroute, c'est jamais le fun. C'est comme, t'as bien beau mettre le plus beau trottoir puis les plus belles murales, ça sera pas comme parfait, là. Alors que si tu as un endroit où tu peux traverser une voie de façon efficace, avec des arbres, etc., c'est quand même beaucoup plus agréable et évidemment beaucoup plus sécuritaire. Donc, d'un point de vue sécurité et d'un point de vue perméabilité, c'est vraiment majeur, la question de perméabilité. Donc, à quel point est-ce qu'on peut passer d'un quartier à l'autre sans avoir à franchir une autoroute. Et puis, le long de la voie, on a de la place. Je disais tantôt, là, c'est quand même, ça regorge d'espace, ces environnements-là. Donc, on peut mettre facilement des beaux aménagements qui vont être bien séparés de la circulation parce qu'il ne faut pas se leurrer. Je veux dire, ça ne va pas devenir des rues partagées. Là, c'est comme ça va rester des voies importantes sur lesquelles ça va quand même rouler encore à 50 km/h, puis pour vrai. Là, donc, on ne va pas vouloir être collé sur la circulation, mais justement, on a la place pour faire ça puis pour pouvoir circuler de façon confortable. Donc, on peut facilement imaginer là, que pour aller de Lairet au centre-ville de Québec, tu passes une partie sur le long du boulevard Laurentien, plutôt que d'aller devoir virer jusqu'à la 3e avenue ou la 1re avenue pour avoir une piste cyclable. On peut imaginer ça. Donc oui, en termes de mobilité active, c'est sûr que c'est majeur. Là. Puis mettons pour Dufresne-Montmorency, c'est moins une voie qui va être utilisée de façon déplacement quotidien, mais ça reste qu'en matière d'accès au fleuve, on le voit, le monde qu'il y a sur le boulevard Champlain, c'est de donner accès à ce genre d'environnement-là à d'autres populations. Puis il y a des populations pas mal moins favorisées que sur le bord du boulevard Champlain. Puis pas mal plus accessibles, en fait, parce que le boulevard Champlain, c'est vraiment le fun, mais c'est quand même très difficile d'accès vu que c'était en bas du Cap. Là. Alors que là, toute la partie Mézeray, Beauport, c'est quand même... Amenez-les, le monde, là, ça amène une certaine forme d'équité aussi territoriale, ouais, vraiment. À un certain niveau aussi. Oui, vraiment. Est-ce qu'on imaginerait avoir comme... quoi qu'il y en a aussi, dans Sillery, Sainte-Foy, des autoroutes, mais elles sont un peu plus contenues, on va dire. C'est moins... c'est des barrières encore, là, mais on les travaille un petit peu mieux, peut-être. Wow, de rendre les boulevards urbains passionnants, je pense qu'il n'y a que toi qui peux faire ça, qui arrive. Un mot de la fin concernant les boulevards urbains? Écoute, je pense qu'il faut y aller, il faut saisir cette opportunité-là. Ça fait, comme tu dis, ça fait des années, voire des décennies, peut-être qu'on parle de ces dossiers-là à Québec. Puis ça se fait de plus en plus, je pense qu'on a de moins en moins l'air fou quand on parle de ça. Il y a de plus en plus d'expériences inspirantes partout dans le monde, notamment aux États-Unis.
des trucs impressionnants. Là, parfois, tu fais comme, hey, wow, c'était vraiment une autoroute ça avant, puis ils l'ont faite. Là, fait que faisons-le, puis utilisons ça pour améliorer nos conditions de vie, puis en plus de ça, créer plus d'offres en logement. Hein. Sur ces sages paroles, Pierre-Yves, je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ça m'a fait plaisir. Merci, Marie-Soleil. À la prochaine. Bye. Des fucking pubs de char, à la radio, à la télé, des pubs de char. Mes yeux, je veux les voiler des pubs de char. Mais faut que je sais qu'en avant, y a toujours plus de char. Je sais plus où je belong, dans la rue ou ben sur le trottoir. On passe maintenant à notre segment Bon coup d'ici et d'ailleurs. Je suis accompagnée de notre porte-parole chez Accès Transport Viable, Angèle Pinot-Lemieux, pour parler d'un boulevard urbain situé ailleurs dans le monde. Angèle, bienvenue. Merci beaucoup. Alors, parle-nous de ça, là. C'est quoi l'exemple d'un boulevard urbain bien aménagé? Bien, déjà, il y a beaucoup de projets inspirants. Il a fallu que j'en choisisse un, mais je pensais d'abord à Séoul, où on a carrément supprimé une autoroute urbaine qui recouvrait la rivière Cheonggyecheon. J'espère que je le prononce bien, qu'on a transformé en parc urbain. Ça, c'est vraiment un exemple, si vous voulez aller le voir, qui est vraiment magnifique. J'ai choisi de parler d'un exemple un peu plus proche de nos réalités en Amérique du Nord en choisissant la Park East Freeway de Milwaukee, qui a été convertie en boulevard urbain et qui a comme avantage d'être très comparable à l'autoroute Laurentienne, autant en termes de taille que de contexte urbain, que de débit de circulation. C'est un peu comme nos autoroutes ici, une planification des années 1950-1960, qui devait être l'un des 3 segments d'un grand réseau autoroutier autour du centre-ville de Milwaukee. Donc, c'est un exemple intéressant pour se comparer. C'est vraiment le genre d'histoire qu'on entend assez souvent, en fait, là, dans les milieux urbains, là, de devoir replanifier ou de revoir la planification qui a été réalisée dans les années 50-60. Hein? Oui, bien, c'est une planification qui date de la deuxième moitié du siècle, mais ce qui a vraiment concrétisé la transformation de l'autoroute Park East Freeway en boulevard urbain, c'est l'opposition de la population et des groupes environnementaux dans les années 70. Les principales raisons, l'autoroute passait à travers un parc public et coupait complètement l'accès au lac Michigan. Ah ouais, OK. Donc, c'est vraiment le résultat d'une mobilisation populaire qui a donné lieu à la transformation de cette autoroute-là en boulevard urbain. Oui, puis c'est pas sans rappeler ici ce qu'on connaît avec Dufresne-Montmorency, où on a eu une mobilisation citoyenne dans les années 70 contre sa construction. La différence, c'est qu'à Milwaukee, on avait le soutien du maire de l'époque qui souhaitait la conversion en boulevard urbain. Et on a eu l'intervention des tribunaux. On s'est même rendu en Cour suprême avec ce cas-là. Et donc, ce qui est arrivé, c'est qu'on a fait une construction partielle de l'autoroute Park East, sur 1,5 km dans sa partie ouest. Et finalement, c'est en 1999 que les travaux ont été définitivement interrompus et que là, on a eu une approbation pour aller de l'avant avec la démolition de l'embranchement inachevé. Ah oui, OK. Donc là, à partir du moment où on a décidé de démolir, en fait, cet embranchement-là, comment qu'on a fait pour réaménager l'espace? Bien, c'est ça qui est vraiment intéressant par rapport à l'exemple de Laurentienne, c'est que en dégageant les infrastructures autoroutières vers 2003, on a libéré 10 hectares au centre-ville. Donc, ça a vraiment permis de densifier, de bonifier l'offre de logement. Et ça a permis une revitalisation vraiment du centre-ville parce qu'on a axé ça sur la mixité des usages, donc pour raccourcir les distances de déplacement, encourager les transports actifs et évidemment augmenter les connexions piétonnières. Et là où c'est très similaire, c'est que le remplacement de l'autoroute par un boulevard urbain, on est revenu à 6 voies de circulation, mais surtout, comme on le souhaite ici pour Laurentienne, une plus grande quantité d'intersections, de traversées pour que les piétons, les cyclistes puissent faire le lien entre les différents quartiers. OK. On en a parlé un peu plus tôt là, avec Pierre-Yves Chopin, des gains, en fait, là, de convertir une autoroute en boulevard urbain. Dans le cas des gens de Milwaukee, est-ce qu'on a eu des données un peu par rapport à ça? On a eu des données, puis c'est là que c'est intéressant parce que ça nous amène au concept de trafic déduit. On entend un peu parler de trafic induit, c'est-à-dire l'idée que quand on ajoute une offre, une infrastructure de mobilité, ça induit la demande. Mais le contraire est aussi vrai. Quand on retire une offre d'infrastructure automobile et qu'on offre des alternatives de transport durable, on constate une diminution significative du volume de circulation. Et bien, à Milwaukee, on est passé de 40 000 véhicules par jour, ce qui est un débit similaire à l'autoroute Laurentienne ici, à 19 000 véhicules par jour. Donc, on a réduit de plus de moitié le débit automobile et bien, ça s'est traduit par une augmentation de la part modale des transports actifs et des transports collectifs.
On se souhaite ça, hein, pour Laurentienne. Belle résolution qu'on pourrait se donner comme ville. Absolument. Eh bien, c'était très fascinant. Merci beaucoup, Angèle. Merci à Faut toi. que je pars, j'ai pas le temps, bye man. Faut que j'aille sur une blind date, moi, il faut être mindé. On est maintenant rendu à notre segment Encyclopédie de l'équipe, dans lequel on aime regarder l'histoire de la mobilité à Québec et ailleurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de parler avec un de mes collègues, un chargé de projet chez Accès Transport Viable, Jack Bradley. Jack, bienvenue à Le Temps d'une Bourse. Merci de m'accueillir. Aujourd'hui, on parle de boulevard urbain, mais j'aimerais ça rajouter le fait que toi, tu es un amateur de sport, tu es un amateur de hockey, de baseball, de cricket, d'autres sports, j'imagine. Oui, le soccer, même le sumo, Oh! la pétanque. Je sais pas si on va compter ça, mais... Oh, Moi, ouais. je pense la que oui. pétanque. Oh, oui, clairement. Écoute, il y a un championnat international de pétanque, c'est un sport. Mais là, on parle pas de pétanque, on va faire un lien entre boulevard urbain et amateur de sport. Je crois que tu veux nous parler d'un boulevard à Québec qui n'en est pas un actuellement, en fait, qui n'est pas un boulevard urbain, mais qui pourrait peut-être le devenir un jour. Ouais, c'est exactement ça. Aujourd'hui, je voulais vous discuter de l'histoire de l'autoroute Laurentienne. Pour ceux et celles qui ne savent pas, on parle de cette courte section 4 km de longueur de l'autoroute 73 qui offre un accès direct au cœur de Saint-Roch en Basse-Ville. Puis là, tu nous parles de l'histoire de cette autoroute-là. On parle de cette histoire, elle n'a pas toujours existé. Ah, précisément. Imaginez ça. Les autoroutes n'ont pas toujours existé. Wow! Ah oui. L'autoroute Laurentienne peut paraître comme un élément immuable du paysage, comme si elle avait toujours été présente, mais comme beaucoup de phénomènes modernes, cela n'a pas toujours été le cas. Et initialement, on parle du boulevard Laurentien qui a ouvert en 1966. OK. Puis c'était quoi le contexte de la construction à l'époque? Alors, c'est les années 50. Fait que, aux années 50, l'automobile, ça représente le progrès. Donc, on veut accommoder le progrès. Donc, c'est l'époque où l'automobile s'imprègne un peu partout dans notre société. Un chiffre que je trouve intéressant, l'augmentation du nombre de véhicules à Québec, ça passe quand même de 10 000 en 1950 à 60 000 juste 10 ans plus tard, en 1960. Okay. C'est quand même beaucoup. Et ça suscite beaucoup de réflexions parmi la population de l'époque. On planifie la ville pour les voitures, les distances se rétrécissent. Alors, on repense aussi la mobilité interurbaine en fonction de l'automobile. Et donc, le trafic interurbain, ça doit passer par la ville à l'époque. Et les collisions dans les rues étroites, particulièrement à Québec, qui est une ville très ancienne pour l'Amérique du Nord, ça devient un problème. Donc, la solution à l'époque, c'est la création d'autoroutes urbaines. Ouch! Et au fil des années, le boulevard Laurentienne a connu une expansion, entraînant la démolition de plusieurs bâtiments en Basse-Ville. Et heureusement, certains bâtiments historiques ont été préservés, comme le Stade Canac, par exemple. C'est une très bonne nouvelle pour moi et d'autres amateurs de baseball à Québec, car le Stade Canac, c'est en fait parmi les plus anciens stades de baseball professionnels en Amérique du Nord. Fait que c'est une bonne nouvelle pour nous que ça a été épargné un destin funeste. C'est ça. Mais là, l'expansion du boulevard Laurentienne, je me doute bien de la réponse, mais je veux t'entendre là-dessus. Est-ce que ça a résolu les problèmes que tu nommais tout à l'heure? Hélas, non. Au cours des années, le trafic a continué d'augmenter. Et en fait, il a tellement augmenté que le boulevard a été officiellement désigné une autoroute, l'autoroute A973, en 1983. Ouais. Fait que là, on parle vraiment d'un boulevard qui est devenu une autoroute. Ouais. Puis, ça prend racine dans des quartiers, dans des milieux de vie. C'est habité par des personnes. J'imagine que ça a eu des impacts sur la vie des personnes qui habitaient ces quartiers-là. Oui, effectivement, c'est un problème qui persiste dans ce dossier-là. C'est que l'autoroute Laurentienne, comme toute autoroute urbaine, traverse plusieurs quartiers et plusieurs quartiers historiques. N'oublions pas que Saint-Roch figure parmi les plus anciens faubourgs de Québec. Ces plus anciens bâtiments
On parle quand même du 17e, 18e siècle. Donc, il y a un élément patrimonial dedans. Et aussi, ce sont aussi des zones de la ville qui sont historiquement défavorisées, comme Saint-Roch, Vanier. Et l'autoroute Laurentienne, soyons francs, ça réduit la qualité de vie des résidents. Donc, on a essayé de régler ça. On a installé quelques aménagements qui facilitent les traversées, qui rendent les quartiers plus vivables, tels que des ponts piétons et le parc linéaire Saint-Charles. Fait que là, toi, là, Jack, là, en bon amateur de sport, je sais que tu empruntes ces liens-là là, pour traverser l'autoroute Laurentienne. Tu considères-tu que ça fonctionne? Dans un sens, oui. Je fais du vélo, je cours, je vais aux parties de baseball au Stade Canac, j'utilise le parc pour des rencontres, mais je dois dire, est-ce possible de passer d'un côté à l'autre, à pied ou à vélo? Oui, tout à fait. Mais est-ce très agréable? Non, pas vraiment. Et tu vas me trouver... Ouais, effectivement, tu vas me trouver plate, mais je vais parler encore du baseball. Mais c'est parce que c'est un exemple qui, comme tu dis, qui me touche beaucoup. Quand moi, par exemple, je veux passer une soirée en famille ou entre amis au Stade Canac, c'est toujours un peu compliqué. Soit je passe du côté ouest et je traverse le parc Victoria, ce qui peut être correct de jour, mais de soir, ce n'est pas très bien éclairé. Donc, niveau sentiment de sécurité, c'est pas très le fun. L'autre option, c'est d'arriver en bus, souvent le 801, et traverser à peu près où l'autoroute Laurentienne devient Dorchester. Ça, je peux te le dire de l'expérience, c'est très, très, très désagréable. C'est bruyant, c'est long, les conducteurs ne font pas toujours attention aux piétons et les enjeux sont similaires pour les amateurs de hockey et ceux qui s'en vont au grand marché à pied. On traverse une portion de l'autoroute Laurentienne et il n'y a pas suffisamment d'aménagement pour les piétons. Donc, le problème, c'est que ces solutions s'adressent aux symptômes et non pas à la cause. Donc, les enjeux liés à l'autoroute persistent, affectant toujours la qualité de vie des résidents par la pollution sonore, atmosphérique, du sol, etc. C'est clair. Évidemment, on constate les enjeux, on constate les problèmes, mais il y a des solutions, en fait, qui sont préconisées par certaines personnes. Veux-tu m'en parler un peu? Oui, en 2020, l'administration Labombe, fait que l'ancien maire de Québec, a présenté sa vision pour faciliter les déplacements entre les quartiers principalement impactés, soit Saint-Roch, Limoilou et Vanier. On mettrait sous terre donc la portion juste au nord de la rivière Saint-Charles ou l'échangeur. Et sur la surface, on mettrait un parc urbain et on verdirait Wilfrid Hamel, qui, lui, continuerait d'exister sur la surface. D'autres ont plaidé en faveur, dans un sens, une solution inverse. Je ne sais pas si on peut l'appeler une solution. C'est ça, c'est un renforcement de l'autoroute, offrant plus d'accès automobile. Donc, c'est le ministre des Transports de l'époque, en 2020, encore une fois, François Bonnardel, qui a proposé un tracé en lien avec le troisième lien qui relierait Lévis à l'autoroute A973, qui créerait ainsi un corridor entre les autoroutes 20 et 40. Nous, chez Accès, c'est sûr qu'on tend plus vers la première option. Oh oui. Et je dirais même qu'on aimerait aller un peu plus loin. On préconise la conversion de l'autoroute Laurentienne en boulevard urbain au sud de l'autoroute Félix-Leclerc. Et pourquoi? C'est parce que ce projet permettrait de redévelopper une vaste zone de la basse ville de Québec, de rétablir des liens entre les quartiers existants, qui est quand même très important. On a déjà parlé de ça. Ben, moi, j'ai parlé de ça. De réduire la pollution et les infrastructures routières en milieu urbain. Encore, c'est pas très agréable. Et de favoriser l'utilisation des transports collectifs et actifs. Et
pense encore à l'exemple que j'ai donné tantôt avec la sortie entre amis. Ce serait tellement plus agréable de sortir et de passer du temps ensemble si on pouvait se déplacer plus facilement. Et donc, un argument de plus pour la conversion de cette autoroute en boulevard urbain, ça serait plus agréable pour les amateurs et amatrices de hockey et de baseball. Exactement. Merci beaucoup, Jack, pour ce beau partage. Ça fait plaisir. Belle journée. Merci à toi aussi. Mais faut checker en avant, y'a toujours plus de chars. Je sais plus où je belong, dans la rue ou ben dans sur le trottoir. Dans ce paysage, je fais des raps du ultra mort. C'est même pas ça, c'est Petro-Can. Tu payes sur le gaz et moi je rétrograde. Puis tu klaxonnes, mais à cause que t'es trop cave. Je fais tous mes angles morts. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui sur les boulevards urbains. Je voudrais remercier M. Pierre-Yves Chopin pour sa présence et sa grande expertise. En espérant que vous en avez appris davantage. Si vous aimez Le Temps d'une bus, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça nous aide à continuer notre travail. Et ne manquez surtout pas notre prochain épisode. Au revoir et à la prochaine! Le Temps d'une bus est une production d'Accès Transport Viable, un organisme à but non lucratif ayant pour mission de défendre les droits des utilisatrices et utilisateurs des transports collectifs et actifs, ainsi que de promouvoir la mobilité durable dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches. Animatrice, Marie-Soleil Gagné. Productrice exécutive, Angèle Pinot-Lemieux. Scénario et montage, Marie-Gabrielle Mingui et Jack Bradley. Musique, Les 4x4 de Calamine. Place pour nous deux dans cette rue. Les 4x4 veulent toutes me foncer dessus.